Je vous remercie toutes et tous d'assister à cette conférence dans un temps très contraint qui sera de 20 minutes, plus 10 minutes pour vos questions. Je suis donc Bruno Vertenschlag, je suis avocat associé de la Société d'avocats Fidal. Je suis spécialisé en droit du logement social et j'anime une équipe qui est parisienne, également provinciale, d'environ 60-70 avocats qui sont pour l'instant dédiés à l'accompagnement de tous les acteurs du milieu pour tirer profit et s'adapter aux contraintes qui sont associées à la loi Elan, future loi Elan, mais très future loi Elan. Voilà. Donc on ne peut pas, dans ce temps contraint, évoquer toutes les questions qui sont levées et tous les points qui sont modifiés par la loi. Je m'en tiendrai à deux considérations. La première considération est celle de la modification du tissu des organismes, c'est la concentration des organismes ordonnée par l'État. Et puis par ailleurs, nous évoquerons un certain nombre de questions qui sont liées à la, on va dire, banalisation du logement social, la libéralisation du régime des ventes HLM notamment, et si on a un peu de temps, la possibilité d'exercer de nouvelles activités directement ou par la voie de filiales. Voilà le programme. Et j'y rentre immédiatement, sauf que ça ne tourne toujours pas. Les slides ne tournent pas. Donc écoutez, quoi qu'il en soit, en tout état de cause, on peut commencer à avancer sur le programme. Alors, sur la question du tissu, je rappelle que donc la question est aujourd'hui celle du regroupement obligé des organismes. L'État a initié dès septembre 2017 l'idée qu'il conviendrait que les petits organismes se regroupent. La question du petit organisme se résolvait au départ en une équation qui consistait à dire que moins de 15 000 signifierait un petit organisme et que ce serait le quota en dessous duquel ces organismes seraient tenus de se regrouper à partir du 1er janvier 2021. Alors, on parle des logements gérés, je ne m'étendrai pas, mais il y a évidemment un débat, enfin c'est pas un débat, mais une précision à apporter. Logement géré ne signifie pas le logement dont on est propriétaire, et on pourra compter comme logement géré ce qu'un organisme gérerait sur la base d'un usufruit locatif social, sur la base d'un bail amphithéotique, ou sur la base d'un mandat de gestion dont il serait bénéficiaire. Tout ceci comptera dans le calcul du quota. Il existe des exceptions à cette obligation de regroupement concernant les organismes de moins de 12 000 logements. Là encore, il faudra peut-être en préciser quelque peu les termes. J'ai indiqué dans la slide les 4 exceptions. Certaines ne posent pas de difficulté. La première, je passe, c'est la question des organismes qui sont tout entiers dédiés à l'accession sociale à la propriété, ou sinon tout entier principalement dédiés à cette activité. Ensuite, il y a les SEM dont le logement social n'est pas l'activité principale, c'est la même chose. Ce sont également des SEM dont l'activité est principalement dédiée à l'accession. Il y a ensuite les SEM dont le chiffre d'affaires moyen sur 3 ans est supérieur à 40 millions d'euros. Alors, il faudra se poser la question, il faudra préciser ce qu'on entend par chiffre d'affaires, puisque la notion de chiffre d'affaires, qui est une notion comptable, fait l'objet d'une définition dans le plan de comptable général, et recouvre en principe tous les comptes de la classe 7, les comptes de produits, sachant qu'il y a, notre réflexion est en cours au cabinet, une petite différence en fait de définition pour ces comptes de la classe 7 selon qu'on se situe dans le secteur du logement social ou en dehors, et il faudra bien choisir si l'on prend la définition spéciale qui concerne le secteur du logement social ou la définition générale prévue par le plan comptable général. Voilà. La quatrième exception soulève aussi une petite question, c'est celle des organismes de logement social qui auraient leur siège dans un département où aucun autre organisme n'a un siège, jusque-là pourquoi pas, ni aucun groupe. Or, vous le savez peut-être, un groupe, ça a une reconnaissance juridique, ça en a une d'ailleurs, on le verra au terme de la loi Elan, ça a une reconnaissance juridique, pour autant ça n'est pas immatriculé au registre du commerce, ça n'a pas de siège. Et donc, il faudra déterminer au cas par cas ce qu'on appelle le siège d'un groupe, selon que ce sera une société de coordination ou un groupe capitalistique. Voilà. Question à creuser, sur lesquelles certainement on aura l'occasion de phosphorer. Alors justement, précisément, c'est l'objet de la loi Elan aussi, c'est de définir ce qu'est un groupe. C'est une première en droit français pour les amateurs de droit. Aujourd'hui, il n'existe pas dans le Code de commerce de définition juridique du groupe.
et il reviendra à la loi Elan d'avoir créé, d'avoir pris cette initiative de créer une définition. Bon. Au terme de la loi Elan, c'est tout simple. Un groupe, c'est soit un groupe capitalistique classique, c'est-à-dire un groupe dans lequel il existe une espèce de tête de pont qu'on appellera holding ou société mère, qui contrôle un certain nombre d'autres sociétés ou d'organismes par une majorité de contrôle qui est définie par le Code de commerce. Je n'ai pas repris le texte, c'est l'article 233-3 du Code de commerce, mais qui matérialise un contrôle capitalistique. Voilà. Si ce n'est pas ça, c'est une société de coordination, c'est aussi une autre forme de groupe, et il est détenteur du capital de cette société de coordination. Alors arrêtons-nous un petit peu sur la première définition, on reviendra plus tard sur la notion de groupe capitalistique. Pardon, c'est plutôt l'inverse, on reviendra plus tard sur la notion de société de coordination. Alors sur la question du groupe capitalistique, créer un groupe capitalistique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, une société qui serait indépendante, entre guillemets, il en existe, une société d'HLM ou une société d'économie mixte, déciderait eh bien, de se rattacher par, a priori, la voie d'une filialisation auprès d'un grand groupe type Arcade, CDC Habitat, 1001 Vie Habitat et autres si affinités. Hein. Cette filialisation, c'est sur le plan juridique quelque chose de tout à fait basique. Ça n'appelle pas de la part des juristes une expertise démesurée. En revanche, j'insiste sur le fait que la filialisation, pour rentrer dans le cadre de la première forme de groupe prévue par la loi Elan, c'est une opération qui, sur le plan, je dirais, du rapprochement pratique, du rapprochement des équipes, du rapprochement des gouvernances, est extrêmement complexe, est un processus lent et long. Ce processus long, souvent les clients le négligent, mais c'est quelque chose qui se passe certainement avec un accompagnement juridique, mais pas en un trait de temps et certainement pas dans le trait de temps que prend la rédaction des statuts. La rédaction des statuts, on peut l'établir en 2 jours ou 3 jours environ, hein, en cliquant sur le logiciel adapté. Donc en fait, ce qu'il faudra faire dans l'amont de la saisine d'un cabinet d'avocats aux fins de concrétiser cette filialisation et ce mariage, entre guillemets, d'une société indépendante avec un groupe capitalistique, c'est établir, et ce sera le premier point, un protocole de négociation pour pouvoir négocier de manière confidentielle et pratique avec le futur époux, entre guillemets. Il faudra ensuite, eh bien, dans le cadre de ce protocole de négociation, convenir de plein de choses. Ça sera notamment les conditions de la gouvernance dans le groupe auquel on va être attaché. Est-ce que la future filiale aura droit de regard dans un conseil d'administration, dans un conseil de surveillance? Est-ce qu'elle aura peut-être la possibilité de partager la direction générale pendant un temps donné? Ce sont des choses importantes. Et enfin, une fois qu'on aura négocié tout ça, ce qui prend beaucoup plus de temps qu'on imagine, il faudra imaginer créer la règle du jeu, le contrat de mariage, c'est-à-dire un pacte d'actionnaires entre la société futurement filialisée et sa société mère de rattachement. Et ce pacte d'actionnaires définira, pour un temps donné, encore une fois, les conditions dans lesquelles la société sera filialisée. Et c'est seulement après, et enfin après, qu'on rédigera les statuts, mais je le dis, c'est un court trait de temps dans le processus, dans l'ensemble du processus. Voilà pour la filialisation. Avant de passer à la société de coordination, je dis tout de suite ce qui se passe si, au 1er janvier 2021, un organisme de logement social qui ne justifie pas de gérer au moins 12 000 logements ou qui ne justifie pas des exceptions qu'on a évoquées juste avant, qu'est-ce qui se passe si cette personne-là, au 1er janvier 2021, est dans cette situation de ne pas respecter la loi? La chose est très simple, la loi Elan prévoit, enfin la future loi Elan prévoit, qu'à ce moment-là, le ministre du chargé du logement, peut décider de mettre en branle des contraintes très très fortes qui consisteront dans la possibilité unilatéralement de contraindre l'organisme à céder tout ou partie de son patrimoine, tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes de logement social, ou de souscrire une part, au moins une action, la loi dit une part, mais ce sera une action, au moins d'une société anonyme de coordination. Voilà, ça c'est le sujet. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Je le répète, voilà le sujet, c'est que dans une phase initiale, on a vu que déjà le processus est très long pour spontanément, volontairement faire une démarche auprès d'un groupe capitalistique pour essayer d'être dans une situation de filialisation.
Et si on prend le temps qu'il faut, on arrivera à obtenir, je dirais, des clauses dans le contrat de mariage qui nous soient favorables, dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Si, au contraire, l'organisme ne fait rien et reste statique et inerte jusqu'au 1er janvier 2021, eh bien, toute cette phase de possibilité de créer des clauses favorables, plus ou moins favorables, mais en tout cas d'essayer de gérer un pacte équilibré avec le groupe capitalistique auquel on veut se rattacher, si toute cette phase-là n'a pas été mise à profit, alors elle ne sera évidemment pas possiblement mise à profit au moment de la décision autoritaire que prendra l'État de faire un rattachement. Donc j'insiste là-dessus, c'est ici et maintenant, comme on disait autrefois, c'est aujourd'hui et pas plus tard qu'il faut entreprendre de négocier quelque chose. Après, ce sera trop tard. Ce sera trop tard compte tenu du processus long que j'ai décrit. Voilà donc pour le rattachement à un groupe capitalistique. Aujourd'hui, on pourrait aussi décider, si l'on ne respecte pas le seuil minimal de 12 000 logements et si on ne justifie pas de l'une des exceptions qu'on a déjà évoquées, on pourrait décider d'adhérer à une société de coordination. Alors la société de coordination, c'est un nouvel outil, c'est un ovni dans le paysage juridique, c'est un ovni dans le paysage du logement social, mais pour les juristes de droit commun aussi. La société de coordination, on va employer des mots un peu de marketing, on pourrait dire que c'est tout à la fois une super holding, et que c'est par ailleurs une plateforme de service. C'est une super holding. Pourquoi? Eh bien, on va le voir à l'examen de ses compétences. Pourquoi c'est une super holding? Parce que la société de coordination, à titre obligatoire, détient des pouvoirs sur ses membres, qui pourtant sont ses associés, qui l'assimilent en fait à une tour de contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, la société de coordination préside au devenir patrimonial de ses membres, elle établit un plan stratégique de groupe, elle crée un cadre stratégique d'utilité sociale, elle met en place une politique d'achat, elle assure le contrôle de gestion de ses membres, elle peut, si elle constate un problème de soutenabilité financière d'un de ses membres, lui ordonner, par exemple, l'interdiction de distribuer des dividendes, ou bien encore ordonner la transmission de son patrimoine à un autre membre de la société de coordination. Donc c'est bel et bien une super holding, et c'est même, je dirais, pour des capitalistes pur jus, la holding que tous les capitalistes ont pu rêver, puisque là, on est dans un pouvoir de contrôle qui est quasiment absolu. Ça, c'est la partie, je dirais, super holding. C'est par ailleurs une plateforme de service, un peu à la manière dont vous avez tous, organismes de logement social pendant des années, utilisé les groupements d'intérêt économique. Le groupement d'intérêt économique, c'est un outil extrêmement utilisé par le milieu pour mutualiser en fait des ressources et permettre à un groupement d'intérêt économique de distribuer des fonctions support à ses membres. Eh bien, c'est la société de coordination se veut au terme de la loi, si les associés le demandent, précise la loi, eh bien, cette société de coordination pourra prendre le relais des groupements d'intérêt économique pour leur servir un certain nombre de prestations qu'il est préférable de mutualiser au sein de la société de coordination. Alors là-dessus, il y a des questions juridiques et fiscales qui vont se poser. Elle se posait déjà d'ailleurs dans le cadre des groupements d'intérêt économique, elle se pose également dans le cadre de la société de coordination. J'en retiendrai deux. Il y a une première interrogation qui est celle fiscale, à savoir quel sera en réalité le taux de la TVA applicable aux achats que la société de coordination réalisera pour livrer ensuite des fonctions support à ses membres. Il y a aujourd'hui une question sur le taux de TVA, sur l'exonération ou non de ces flux à la TVA. C'est une vraie question, c'est une question qui est en cours de résolution. Si j'en crois des propos que j'ai obtenus de l'Union sociale pour l'habitat, si j'en crois les recherches qu'on mène en interne au cabinet, il y a des solutions, mais il faut les finaliser. Il y a des techniques apparemment pour finaliser cette chose-là. L'autre question, parmi d'autres questions, c'est celle du droit de la commande publique. Ça se posait pour les GIE, ça se posera aussi pour la société de coordination. Lorsque la société de coordination livrera des services à ses membres, devra-t-elle être mise en concurrence ou non par ses membres, qui seront bénéficiaires d'une prestation sur le marché? C'est toute la question de savoir si on pourra appliquer ce qu'on appelle l'exception de quasi-régie, qu'on appelait autrefois l'exception in-house, dans la relation entre la société de coordination et ses membres. J'en reste là, il y a une foule d'autres questions, mais je note ces deux-là qui sont un peu des questions flash. Passons maintenant au registre de la vente des logements HLM. Vous savez que la vente des logements HLM est à nouveau, ces cartes sont à nouveau rebattues par
par le gouvernement présidé par M. Macron. Ça n'est pas nouveau, c'est un loup de mer, le monstre du Loch Ness, il reparaît régulièrement. Et les motifs, les objectifs fixés à la vente des logements HLM n'ont pas changé si on lit en fait les études d'impact qui ont été menées en amont du débat parlementaire sur la loi Elan. Il s'agit toujours de favoriser une politique d'accession sociale à la propriété, de promouvoir la mixité sociale, mais il s'agit toujours, enfin, d'optimiser les capacités financières des bailleurs. Voilà. Bon. Pour cela, nullement découragé par les échecs précédents, car on peut considérer que la promotion de la vente de logements HLM, notamment pour stimuler la capacité d'autofinancement des bailleurs, n'a pas été vraiment un succès. Eh bien, nos nouveaux gouvernants ont décidé d'alléger la procédure de mise en vente des logements HLM. C'est une vraie avancée, je ne sais pas si elle est progressiste ou réactionnaire, j'en sais rien. En tout cas, c'est une avancée juridique. L'allègement de la procédure est significatif. Et par ailleurs, pour accompagner justement cette libéralisation, on va le dire comme ça, hein, du régime des ventes HLM, on crée un outil qui est la société de vente d'HLM, un outil qui s'appelle la société de vente d'habitation à loyer modéré. Alors sur la levée des verrous, hein, tout d'abord, s'agissant de l'allègement de la procédure de mise en vente, on allège considérablement les verrous, on met de côté le droit de priorité qui bénéficiait jusqu'alors aux locataires pour la vente de logements financés par un prêt locatif social, dit PLS, construit depuis plus de 15 ans, en permettant la vente de ce type de logement à des personnes morales de droit privé. Une personne morale de droit privé renvoie évidemment explicitement au marché privé, c'est-à-dire des organismes qui ne sont pas des organismes de logement social. Le droit de priorité est maintenu pour la vente des logements vacants, mais il y a une exception. Dans l'hypothèse où la vente de ces immeubles financés avec un prêt locatif social porte sur plus de 5 logements d'un même immeuble ou d'un même ensemble d'habitations à loyer modéré, alors la vente se fait librement au profit des personnes morales de droit privé sans aucun droit de priorité. Il faudra déterminer, c'est l'une des questions, ce qu'on entend par même ensemble immobilier. Autant même immeuble, on voit bien, ça recoupe un immeuble vertical, autant même ensemble d'immeubles, enfin un ensemble immobilier, c'est un peu plus flou. Bon. Toujours dans le cadre de l'allègement de la procédure, allègement significatif désormais, alors que jusqu'alors on devait faire autoriser les ventes au coup par coup par le préfet, désormais on inscrira dans le programme de mise en vente qui est inclus dans la convention d'utilité sociale l'ensemble des logements dont on envisage la vente, et une fois que la convention d'utilité sociale aura été dans son ensemble signée par l'État et par l'organisme, alors il n'y aura plus besoin de repasser par une autorisation au coup par coup par le préfet. Ce qui est une vraie libéralisation du système, en effet. Autre aspect d'allègement de la procédure, la nullité d'ordre public des ventes qui n'auraient pas été autorisées disparaît au profit d'une sanction pécuniaire qui est de 40% au maximum du prix de la vente réalisée. C'est donc une certaine libéralisation. Et un dernier point de la liberté accrue donnée aux organismes, on ne se référera plus pour fixer le prix à l'avis de l'administration des domaines, même si on pouvait s'en écarter en le motivant, c'était tout de même une contrainte, et on s'en référera au prix du marché, c'est-à-dire qu'on cherchera le prix d'un logement vacant quand on vend un logement vacant, et le prix de marché d'un logement libre occupé quand on vendra un logement occupé. Voilà. En fait, c'est une vraie libéralisation du système. Voilà. Alors évidemment, le dernier point dernier atout, la dernière carte sur laquelle compte le gouvernement pour activer cette politique de mise en vente des logements, c'est la société de vente d'habitations à loyer modéré, dont on sait aujourd'hui que le groupe Action Logement a déjà préparé les statuts et le préfinancement. On compte beaucoup sur la société de vente d'habitations à loyer modéré. Vous le savez, la société de vente d'habitation à loyer modéré n'aura pour objet que de mettre en vente les logements, n'aura pas le droit de les gérer, et donc devra remettre en gestion les logements à, dit la loi, des organismes de logement social. Sur ce des, un certain nombre de lecteurs ont été un peu rapides dans leur lecture, ont cru lire les organismes de logement social, et même ont cru lire les organismes de logement social ayant vendu leur logement. C'était, à mon avis, aller un peu vite et mettre de côté
l'application de ce qu'on appelle le droit de la commande publique, c'est-à-dire l'obligation pour un pouvoir adjudicateur, ce qui est a priori une société de vente d'habitation immobilier modérée, de mettre en concurrence ses prestataires lorsqu'il entend acheter des services sur le marché. Or, la gestion immobilière d'un certain nombre de logements constitue un service sur le marché et on voit mal comment on pourrait se dispenser de mettre en concurrence les organismes de logement social qui seraient susceptibles d'offrir cette prestation de gestion immobilière. Voilà. Donc, parmi d'autres sujets, hein, il y en a d'autres. Je ne sais pas où on en est du temps, mais on peut peut-être évoquer, je ne l'ai pas indiqué dans les slides, mais il y a quelque chose d'assez intéressant pour le milieu. C'est beaucoup plus prisé a priori par mes clients de province que les Parisiens, mais ça me paraît très important. Jusqu'alors, les organismes de logement social voyaient leur champ de compétences restreint à ce qu'il faut entendre par logement social, c'est-à-dire des logements, et pouvaient construire des commerces, des bureaux, des équipements, mais il y avait deux conditions à cela. Il fallait que ces constructions soient nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations construits, et il fallait que ces équipements, ces bureaux, ces commerces soient accessoires à ces ensembles d'habitations. Ça créait occasionnellement des sujets d'interprétation sur le point de savoir ce qui était accessoire. Est-ce qu'un lieu de culte est accessoire? Est-ce qu'un espace de coworking est accessoire? Sur ce qui était nécessaire. De même, il y avait des problèmes d'interprétation qui pouvaient se résoudre assez douloureusement lors d'un contrôle de l'ANCOLS, qui pouvait juger que c'était une construction illégale au regard de la compétence de l'organisme considéré. Et puis, il pouvait y avoir aussi une difficulté fiscale dans la mesure où le fisc pouvait considérer que s'agissant d'un logement, enfin d'un accessoire, enfin de quelque chose qui n'était pas accessoire ou nécessaire à l'ensemble d'habitation, il y avait lieu de fiscaliser les produits autour de droit commun, ce qui était quand même un sujet. Donc en fait, la loi prévoit, et ça me paraît une mesure de progrès, la possibilité désormais pour les organismes de réaliser des équipements, des bureaux, des commerces comme ils l'entendent, dans des conditions qui a priori seront fiscalisées autour de droit commun, ce qui est assez normal. Et la loi précise que les organismes pourront le faire directement ou, dit le texte, le cas échéant, entre guillemets, par la voie de filiale. Alors ça résout évidemment tous les problèmes d'interprétation et les zones de risque qu'on encourait quand on construisait des choses qui nous paraissaient nécessaires et accessoires, mais avec un débat possible avec l'ANCOLS ou le fisc. Et puis par ailleurs, c'est aussi une possibilité d'un mariage avec le privé. Si on constitue une filiale, on peut parfaitement imaginer d'associer autour de table des filiales qu'on créerait pour faire du bureau ou du commerce, et bien d'y associer des personnes morales de droit privé, comme dit la loi, c'est-à-dire des gens qui font de la promotion immobilière, qui font de la commercialisation de bureaux ou de commerce. C'est une avancée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense notamment à la question des centres-villes pour les petites et moyennes villes de France, qui ont aujourd'hui des demandes qui sont parfois matinées de logement social, mais pas que, qui peuvent porter essentiellement sur la réhabilitation de centres pour des questions de commerce, de bureaux, et dont la demande de logement social n'est qu'un des éléments. Jusqu'alors, on était parfois en incapacité de répondre parce que la partie logement était minoritaire dans la demande d'une collectivité territoriale. Demain, avec cette mesure de la loi Elan, cette possibilité de réaliser des opérations sur ce marché par voie de filiale ou pas, on pourra attaquer ce marché et il me semble qu'en termes de compétences, de maîtrise d'ouvrage, les organismes sont parfaitement profilés pour ce faire. Donc voilà, je crois ce qu'on pouvait dire à propos de tout cela. Alors un dernier point ou deux derniers points, il y a la question de finalement quand. Quand est-ce que cette loi Elan va être enfin promulguée? Est-ce que finalement la saisine du Conseil constitutionnel va reculer prodigieusement ou pas l'entrée en vigueur? A priori non, tous les observateurs tablent sur une promulgation fin novembre. Donc en décembre, toutes ces dispositions devraient être opérationnelles. Et donc, bah voilà, ce que je pouvais en dire. Donc, je ne sais pas si le temps qui est imparti est écoulé. Si vous avez des questions, on peut peut-être les évoquer. Et je vais attendre éventuellement qu'elles arrivent. Voilà.
Oui, alors, oui, oui, alors ok. Je vois qu'il y a effectivement une question à nouveau sur la mise en concurrence de la société de vente. En fait, c'est un peu le même sujet que pour ce que j'ai précisé à propos des groupements d'intérêt économique ou des sociétés de coordination. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une espèce de modus operandi, une espèce de pratique de place dans le milieu qui n'est jamais démenti par l'Ancols dans ses rapports. Aujourd'hui, pour le dire très simplement, quand on constitue un groupement d'intérêt économique, quand on constituera une société de coordination, quand on constituera une société de vente d'HLM, lorsque ces trois instruments-là rendront des services ou achèteront des services sur le marché, ils seront en principe soumis au droit de la commande publique et ils devront procéder à des mises en concurrence, à des publicités. Aujourd'hui, simplement, on sait que le milieu ne procède pas en fait à ces mises en concurrence, ne respecte pas ces procédures, considérant que dans la mesure où tous ces organismes sont constitués et seulement constitués en termes d'associés d'organismes de logement social, qui sont tous des pouvoirs adjudicateurs, on considère que l'exception de quasi-régie s'applique. À savoir que les groupements qui rendent les services sont contrôlés conjointement, mais exclusivement par des organismes de logement social, tous pouvoirs adjudicateurs. On considère à partir de ce moment-là que on rentre dans l'exception de quasi-régie ou exception in-house. À mon avis, ça pose une petite difficulté. Je ne suis pas le seul à le penser, même si les pouvoirs publics ne l'écrivent pas. Ça pose une difficulté dans le sens où, pour que l'exception de quasi-régie fonctionne, il convient, c'est ce que dit l'ordonnance de 2015, c'est ce que disait la directive européenne qui a été transposée à cet effet, il convient que les organismes ne comportent pas d'autres participations privées que celles qui sont requises par la loi. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que lorsque des organismes d'HLM privés adhèrent à une société de coordination ou à un groupement d'intérêt économique ou adhéreront demain à une société de vente d'habitation à loyer modéré, leur procédure ne sera pas imposée par la loi, ce qui pose tout de même une grande difficulté. Donc aujourd'hui, le conseil moi, que je peux donner, c'est que il faut profiter de, je dirais, de la pratique de place qui est maintenue par les pouvoirs publics eux-mêmes qui vont demander à leur corps de contrôle de faire la pédale douce sur cet aspect réglementaire et légal, avec des conséquences pénales, rappelons-le quand même, hein, puisque à la clé, il y a le délit d'octroi d'avantages injustifiés, ou autrefois appelé délit de favoritisme. Il faut profiter de la pratique de place, mais il faut quand même être vigilant sur le fait que, il faut le savoir, on est dans une zone un peu grise sur le plan juridique, même s'il y a des débats aujourd'hui ouverts, il y a des auteurs qui ne sont pas d'accord avec ma thèse, et on peut entendre leurs arguments, et moi je veux les entendre parce que c'est une sécurité comme une autre, mais je suis obligé de maintenir qu'il y a quand même un débat et pas une certitude sur le fait que l'exception in-house ou de quasi-régie s'applique. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. On peut passer rapidement. Alors vous l'avez compris, c'était un peu dans ce temps restreint-là, il n'était pas question de vous faire une formation, c'était plus vous donner des indications, des directions sur les premières questions qui se posent et vous dire que c'est un peu une mise en bouche sur des futures formations qu'on va animer sous l'égide du groupe Moniteur, dont la première qui m'intéresse au premier chef, hein, c'est d'intégrer les impacts de la loi Elan sur le logement social. On reviendra de manière, et cette fois-ci sur une journée qui se répétera plusieurs fois, de manière détaillée sur tous ces aspects qui sont, je le répète, juridiques, mais également fiscaux, sociaux, de droit public, je pense à la commande publique, tout ceci sera détaillé de manière, alors non pas académique, mais pratique, c'est-à-dire que la question sera de mettre en place des solutions, quelle que soit la zone grise ou pas, qui sera impactée par une disposition. Et puis, il y aura par ailleurs une formation qui sera consacrée aux mutations et aux nouvelles pratiques du logement social, qui sera animée, alors cette fois-ci, par un fonctionnaire spécialisé dans ces questions-là. Hein. Je crois savoir que c'est un monsieur qui travaille à l'Ancols, donc a priori un assez fin observateur hein, quand même de toutes ces questions. Et puis enfin, seront évoquées dans d'autres séances de formation du 19 décembre 2018 la question du pan urbanistique et aménagement de la loi Elan, qui n'est pas inintéressant puisque on crée quelques nouvelles procédures d'urbanisme opérationnel et
on aménage peu ou prou les conditions de la construction, notamment au titre de la libération des normes. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez, et puis vous pouvez toujours me contacter, vous savez où je travaille. Voilà, à bientôt et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.